Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, 2023, quel est le parcours idéal du patient entre l'aigu et le subaigu? Alors, j'ai commencé par faire le constat d'où on en était et quels sont les leviers, les outils, qu'est-ce qu'on a pour faire en sorte que ça aille mieux et quels sont actuellement les points d'achoppement. Alors, les recommandations, j'ai pesé, il y en a 8,2 kg de recommandations sur la trajectoire de l'AVC entre l'aigu et le subaigu. Tout le monde est d'accord pour dire que tous les AVC doivent avoir une évaluation pluridisciplinaire et coordonnée qui peut aboutir à une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée. Tout est dans qui doit y aller. Alors je me permets de rappeler dans la continuité de ce que vous a dit Philippe Marc, la prise en charge que nous proposons, elle sauve de la fonction, mais la MPR sauve aussi des vies. Et c'est une vieille méta-analyse qui date de 2001, qui reprenait des études où à l'époque on pouvait randomiser entre on envoie un patient en MPR ou on envoie un patient en nursing home, donc une maison de repos, mais oui, il fait aussi de la rééducation. Il y avait autant de rééducation dans les deux groupes, autant de médecins dans les deux groupes, mais dans un groupe, c'était une structure qui avait l'habitude de prendre en charge les patients post-AVC et qui était coordonnée. L'autre groupe, c'était les patients post-AVC étaient au milieu des prothèses de genoux et des lombalgiques. Et donc un odds ratio de 0,66, c'est pas loin d'être l'odds ratio entre UNV et service de neurologie. Donc tout ce qui sous-tend historiquement la création des UNV, donc le fait que ça sauve des vies, nous on fait des trucs, alors c'est une méthodologie qui n'est pas aussi bonne que celle qui a été faite pour les UNV, mais quand même on fait des trucs. Donc quand on regarde qui est orienté en post-AVC dans le monde, donc j'ai repris un petit peu la littérature, il y a Judith Bernat qui est kinésithérapeute australienne qui a publié dans Stroke dernièrement une lettre à l'éditeur sur ce sujet. Globalement les choses elles bougent pas beaucoup. Alors on a le classement des structures où on oriente, les pays où on oriente plus ou moins bien. Donc en queue de peloton, la Suède. Alors j'ai pas eu le temps de m'intéresser ou pourquoi. Je pense que c'est le modèle suédois qui entraîne ça. Et en tête de peloton, là où il y a le plus de patients qui sont orientés de la neurologie vers la MPR, c'est l'Israël. L'idéal pour l'OMS, donc qui a fait un calcul coût-efficacité, parce que je répète, tous les patients doivent avoir une évaluation pluridisciplinaire et coordonnée, mais tous les patients ne relèvent pas d'une prise en charge hospitalière en MPR. Ça, on est tous d'accord pour le dire, mais c'est compliqué. Le un peu plus, un peu moins, le patient de 35 ans qui a juste des troubles attentionnels, la personne de 85 ans qui a une lacune, mais qui avait plein d'antécédents, qui est très handicapé, qui on doit mettre où, c'est pas simple. Et donc, ils ont dit que globalement, aux alentours de 20% de transfert, c'est ce qui semblait raisonnable. Et les freins qui étaient retenus par Judith Bernat et Emily Lynch, c'était les critères d'admission, la disponibilité et le remboursement. Alors nous, on a une chance incroyable en France, c'est que le remboursement, ça va plutôt bien, ça va encore plutôt bien. Et donc, je me suis attardé sur la disponibilité des lits. Alors, la disponibilité des lits, donc ça, c'est quelque chose qu'on a publié il y a quelques années, qui est globalement toujours vrai. Donc, en France, vous avez 140 à 150 000 AVC, vous en avez 100 000 qui survivent, et vous en avez 8 648 qui arrivent en MPR. Vous en avez 2 fois plus qui vont en structure soit gériatrique, soit polyvalente, et la très grande majorité des patients rentrent directement à la maison. Donc si on applique la logique que je vous ai présentée à la diapo d'après, nous on est à 8%. Donc on est en dessous de ceux qui sont en queue de peloton, qui étaient à 13%. La faiblesse de ce travail et la faiblesse des analyses PMSI, c'est le côté rééducation spécialisée en gériatrie, qui est très adapté pour certains AVC de la personne âgée. Donc il n'y a pas une erreur d'orientation, c'est juste notre modèle qui fait que. Mais quand on essaye de s'aligner sur la façon dont on raisonne les autres pays, finalement, on se retrouve avec que 8% des patients qui sont orientés. Et quand on regarde où ils vont les patients en post-USI, là vous avez les régions et vous avez les pourcentages. C'est bien, c'est mieux. C'est-à-dire que quand ils sont orientés dans les suites d'un AVC, dans 30% des cas, ils vont en SSR. Mais comme je vous l'ai dit, ils vont soit en polyvalent et gériatrique, soit en SMR neurologique. Et quand on compare les deux, on voit qu'il y a quand même une grande variabilité interrégionale, c'est-à-dire qu'on est à peu près stable dans toutes les régions sur les 30%, c'est-à-dire les critères qui amènent à se dire ce patient ne rentrera pas à la maison, il faut qu'il aille ailleurs, et ailleurs c'est nous.
c'est 30%. En revanche, ce qui va amener vers une rééducation spécialisée versus moins spécialisée ou pas spécialisée du tout, on sent que ça dépend d'autre chose que de critères d'admission robustes. La disponibilité, est-ce que augmenter le volume de lits est une réponse? Alors je vous avouerai que à chaque fois que je pars en négociation, ou qu'on part en négociation, Philippe il est là, avec les tutelles, ce qui nous est répondu, c'est qu'aujourd'hui il y a 26% des lits en France qui sont du SMR. 26%. Dans les pays européens, on se balade entre 10 et 20%, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Mais c'est énormissime. Un patient sur 4 hospitalisé pendant qu'on parle, là, il est dans une structure SMR. On a quand même du mal à dire qu'on n'a pas assez de lits. Il faut avoir en tête que quand on regarde ces lits occupés par des patients post-AVC, on retrouve que dans 40% des cas, ce sont des AVC qui sont des AVC à la phase chronique. Là où la pertinence d'une réhospitalisation en SMR peut être discuté, pas toujours discuté, mais quand même peut-être assez discuté. Donc peut-être que nous pourrions revoir un petit peu nos critères d'orientation, et peut-être que certains patients actuellement hospitalisés en SMR prennent la place de quelqu'un qui serait certes plus compliqué parce qu'il sort de la phase post-aiguë, mais pour qui on a plus de leviers d'amélioration. Alors je ferai que des peut-être et des je ne suis pas sûr. Est-ce que PMIC, tarification, T2A, ça peut améliorer les choses? Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de ça. On est le pays au monde où le financement de l'aigu est d'un certain modèle et le financement du subaigu est un autre modèle. L'aigu, plus c'est court, plus il y a d'actes, mieux c'est. Le subaigu, plus ils sont là, plus ils occupent les lits, mieux c'est. Je caricature à peine. Donc ces deux modèles ne peuvent pas coexister sur une filière de soins. Donc je pense que lâcher un peu de pression sur le MCO serait une bonne idée, et peut-être que les modifications administratives d'étiquette des SMR, l'inclusion a priori de la durée de séjour dans le calcul de tarification du SMR va pouvoir moduler les choses et libérer des énergies et des lits. Sur les critères d'admission. Alors les critères d'admission, ils ont été étudiés. Et donc, on essaie de voir pourquoi un patient va être admis plutôt en MPR, donc il y a une indication à ce qu'il parte de l'USINV, et il va aller soit en polyvalent gériatrique, soit en SMR neurologique. Et donc, aux États-Unis, on voit que les critères qui vont faire la différence entre les deux, ce n'est pas des critères qui sont aussi robustes que ceux qu'on vous a présentés, par exemple, pour les indications du FOP. On est sur des choses qui sont les femmes, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas de sous, les Afro-Américains. Enfin, on sent qu'il y a des notions loin du monde de la médecine. Pareil pour en France, ça a été fait par Christine de Perretier en 2010. Là aussi, on se retrouve avec des notions. On se demande bien pourquoi les femmes sont moins prises que les hommes en SMR neurologique. Alors nous, on le sait, nous qui sommes de l'autre côté de la barrière qui admettons les patients, parce que les femmes, elles sont plus souvent veuves que les hommes sont veufs, et quand on imagine le pronostic fonctionnel de notre patient, on sait que si on n'a pas d'entourage familial, on aura plus de difficultés que si on a un entourage familial. Il y a une série d'études qui s'appelle les études cerises, où ils sont intéressés à l'orientation et à l'impact de l'orientation, et à ce qu'on fait concrètement en rééducation. Alors c'est marrant parce qu'en Angleterre, en fait, il n'y a pas d'orientation, parce que c'est dans le même bâtiment. C'est ce que les Américains appellent des Comprehensive Stroke Center, c'est-à-dire que vous avez l'USINV qui est à l'étage 3, la MPR qui est à l'étage 2. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu la post-USINV, la MPR. En Belgique, Suisse, Allemagne, c'est un peu le même modèle que nous, avec des modèles qui sont séparés, pas sur le financement, mais en tout cas sur le transfert. Et on se retrouve là aussi avec des critères d'orientation qui sont parfois surprenants. Nous, en France, on a déjà plein de trucs qui nous expliquent comment orienter les patients. Donc, vous avez quelque chose qui date de 2008. J'ai revu, il fait 240 pages, cette recommandation à gauche. À droite, ça fait un peu moins, mais j'ai eu la chance d'y participer. Et c'est récent, ça date de 2021, je crois. Donc on a écrit ce qu'il fallait faire, on a repris les catégories SOFMER qui avaient été publiées par Alain Yelnik, c'est-à-dire que tous les patients n'ont pas la même gravité à l'issue de leur AVC. Il y a des patients qui sont guéris, voilà, il faut savoir qu'il y a des AVC qui guérissent, et des patients qui sont en état végétatif. Donc faire une filière en disant
je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour tous ces patients mélangés, c'est impossible. Donc il a déterminé des critères de gravité, puis en fonction de ces critères de gravité et surtout de modulateurs, petit losange au centre, c'est pas bien passé, mais après je vous fais un zoom, de modulateurs, on s'est appuyé sur les travaux d'Alain Guelnick, et donc la Haute Autorité de Santé, on a déterminer des parcours idéaux pour le patient qui a un AVC, pas d'environnement social, un AVC, pas de réseau de ville pour faire la rééducation, un AVC, une démence préexistante. Donc on essaie de faire des grands blocs et de dire, ben voilà, alors il y a sur un exemple, c'est pas du tout, c'est globalement les AVC modérés à sévères, on se pose toujours la question de l'HADR, parce que c'est un modèle qui marche bien dans les pays anglo-saxons, c'est pas parce qu'on n'en a pas beaucoup qu'on ne doit pas en parler. Donc toujours se poser la question de l'HADR, et puis ça débouche sur une hospitalisation concrète pour les modérés si on n'a pas, les AVC sévères en hospitalisation concrète de SMR, à savoir si ça va être plutôt en SMR neuro ou plutôt en SMR polyvalent ou gériatrique. Ça dépend si la personne est âgée ou pas. Et puis de la VMPR, voilà, qui va essayer de voir si c'est un jeune vieux ou un vieux jeune. Parce qu'on sait bien que l'âge de la carte d'identité n'est pas ce qui nous importe le plus. Là, je vous ai repris un travail qu'a fait Laetitia Falcou, qui est médecin MPR, qui a fait sa thèse de médecine avec Pascal Pradadil sur ce que pensent les médecins en USI et ce que pensent les médecins MPR sur qui est plus simple à caser en MPR ou pas. Donc UCV sont les neurologues, MPR sont les MPR, il y avait 70 médecins par bras. Vous voyez que globalement, les médecins en neuro trouvent que tout est un peu compliqué. En MPR, on trouve que c'est moins compliqué, mais on est de temps en temps assez raccord sur la filière qui dysfonctionne. Là, c'est représenté par des bâtons, par catégorie d'AVC, avec le plus à gauche, c'est facile, le plus à droite des bâtons, c'est impossible. Et à chaque fois, vous voyez, pour trouble cognitif, AVC sévère, patient désociabilisé, quand vous demandez l'avis des neurologues à gauche, les bâtons, ils tirent un peu à droite. Et puis quand vous demandez l'avis des MPR, les bâtons, ils tirent un peu à gauche. Mais on n'est pas complètement naïfs les uns des autres. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec un écart de diagramme complètement délirant. Donc on a des sensibilités différentes, mais on se rend bien compte que ce n'est pas gagné. Parce que dans la vraie vie, ces patients qui sont en USI sont des patients qui sont souvent âgés. Voilà, la moyenne d'âge de l'AVC, c'est 74 à 77 ans. Nous, on a tendance à recevoir des patients de moins de 65 ans, mais on est loin de la moyenne d'âge de l'AVC. Et donc nous, MPR, on n'est pas très bon pour ces patients-là, on n'est probablement pas la filière, mais des fois la question se pose pour de vrai. Et donc cette filière de soins, finalement, concerne majoritairement des patients qui, intuitivement, n'arriveraient pas chez nous. Et puis, ce sont des patientes qui sont, une fois sur trois, dépendantes avant l'AVC. Alors, s'ils étaient dépendantes avant, c'est pas parce qu'elles vont venir chez nous qu'elles vont être moins dépendantes que ce qu'elles étaient avant. Et à la phase aiguë, on estime que sur une rééducation un peu intensive, 2 à 3 heures par jour, il y a 80% des patients qui ne peuvent pas le faire. Donc c'est compliqué d'aller évaluer à quel point il va y avoir un bénéfice pour le patient à venir chez nous, sachant qu'à la phase aiguë, ils ont du mal à être actifs, et donc on a du mal à se faire une idée. Le contact pour l'évaluation des déficiences des patients et savoir s'il faudrait les discuter en transfert en MPR pour travailler de façon spécifique des déficiences, vous voyez que ce contact il est globalement un peu tardif. Et ce contact, c'est essentiellement autour des kinésithérapeutes. Donc quand il y a un contact, c'est dans 48% un kinésithérapeute. Et puis en bas de l'échelle, au coude à coude avec l'ergothérapeute, vous avez le médecin de MPR. Vous avez des déficits régressifs dont on peut imaginer qu'ils n'ont pas besoin de voir qui que ce soit et on va organiser la suite de la prise en charge. Et quand même 20% des patients en France qui, à la phase aiguë, n'ont aucun contact avec aucun professionnel médical ou paramédical de la rééducation. Donc nous, on a un boulot. Voilà. Alors généralement, dans les UNV, on est plutôt les bienvenus. Des fois, on a du mal à se comprendre, mais on est toujours les bienvenus. Et c'est vrai que ce 11%, ça fait toujours un petit peu mal. Alors moi, j'essaie toujours de balayer un petit peu devant notre porte. C'est facile de dire que les neurologues ils nous envoient que des patients qui n'ont rien à faire chez nous. Mais il faut faire cette démarche et je n'arrête pas de prêcher pour le contact en UNV. Donc, beaucoup de patients qui rentrent à domicile, on peut se poser la question aussi de ces patients qui rentrent à domicile et c'est justifié parce qu'ils sont suffisamment autonomes pour être à domicile. C'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée. Ça, c'est une vraie question et il n'y a que un MPR qui se déplace en USI qui peut aider à ça.
70%, 19% des transferts se font sans avis de MPR. Il n'y a que l'avis du médecin d'aigu, donc généralement le neurologue, qui dit je pense que ce patient, il devrait aller en MPR. Donc c'est compliqué pour les médecins d'aigu, c'est pas une culture, ils ne sont pas forcément acculturés à ces enjeux, et donc on doit être là pour les épauler. Et enfin le chiffre, moi, qui me fait vraiment pleurer, c'est qu'en France aujourd'hui, vous avez 20% des patients post-AVC de moins de 60 ans qui vont en SSR gériatrique ou polyvalent. Voilà, on a moins 60 ans, moi ça me ferait bizarre si demain je me retrouvais en SSR gériatrique. Donc, comment améliorer la situation? Alors, faire encore des recommandations, j'ai envie de dire plutôt non. Est-ce qu'il faut augmenter la volumétrie de lits? Moi, j'aurais tendance à dire plutôt non. Est-ce qu'il faut mieux réfléchir quel lit doit faire quoi? Est-ce qu'il faut mieux réfléchir au fait qu'on fait beaucoup de médico-social dans les services de MPR aujourd'hui, alors qu'on devrait faire que du soin? Là, je dis plutôt oui. Est-ce qu'on doit améliorer l'évaluation à la phase aiguë de nos patients post-AVC? Ça, j'en suis absolument persuadé. Est-ce que la T2A, les modifications vont nous amener à changer nos paradigmes? Peut-être. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est quand même en grande partie à cause de ce financement. Donc j'ai envie de le mettre dans le plutôt oui. Je suis jeune, je suis encore naïf. Mais ce que je voudrais plus, c'est ça. Aujourd'hui, quand on parle avec des neurologues, on se retrouve avec « tu vas prendre mon patient » et on répond « moi je ne peux pas le prendre ton patient ». Et c'est vrai que, on est des médecins, on est là pour faire du soin, on est là pour améliorer de la déficience dans des situations qui sont parfois gravissimes de gens jeunes qui font des AVC catastrophiques, et on se retrouve à se comporter comme ça. Il faut que les neurologues acceptent qu'on a des difficultés, qu'on est les mieux placés pour déterminer s'il y a une indication ou pas à le prendre en charge dans notre service. Moi, je trouve ça incroyable qu'on soit la spécialité médicale où, globalement, tout le monde sait mieux que nous quel patient on doit prendre. Et tout le monde, c'est du neurologue jusqu'au directeur de l'hôpital. Moi, ma directrice de l'hôpital, elle m'appelle en me disant « ce patient-là, il faudrait le prendre ». Je l'ai vu, je l'ai évalué, j'ai dit non, si. Voilà, donc ils savent mieux que moi. Je ne suis pas sûr que les orthopédistes demain, si le directeur de l'hôpital leur expliquait quel genou ils doivent opérer, le prendraient aussi bien que nous. Donc voilà, il faut nous lâcher un petit peu sur les indications, nous faire confiance. On est là pour faire du soin et accompagner les patients. Mais il y a un énorme travail pédagogique à faire en USI. Il faut se déplacer en USI et n'avoir que ce petit chiffre de patients évalués à la phase aiguë par des médecins de MPR, étant donné le déficit de rééducateurs qu'il y a en USI, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexis. Y a-t-il des questions pour le professeur Schnitzler? Ou est-ce que c'est... Ah oui. Ah non, Philippe, pas lui. Je me suis dit, c'est la toute fin de la journée, on est tous... Il va me dire, c'est pas 26%, c'est 24%. Non, mais derrière les questions d'évaluation dans les structures aiguës, il y a la question aussi, tu viens, comment dire, gracieusement, gentiment, en passant comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que normalement, c'était dans les UNV, c'était marqué, il devait y avoir un médecin de MPR, et en fonction des endroits, c'était même si c'est un petit bout, mais ça se finance. Or, la plupart du temps, il n'a jamais été financé. Oui. Nous, dans le service à Fernand-Vidal, en salle pour 44 lits, j'ai un PH et un chef de clinique qui devient de plus en plus à mi-temps, étant donné la pression de la fac, et on a un PH plein temps qui est dédié à faire ça. Et moi, je préférais l'avoir en salle, et c'est vrai que c'est un combat. C'est vraiment un combat pour essayer d'avoir du financement de MPR qui se déplace en USI. C'est un peu un mode de réponse là, parce que nous on a pompeusement une équipe mobile intra-hospitalière de réadaptation, donc on a la chance d'être sur le même plateau technique. On se déplace dans le court séjour, notamment en neurologie, où il y a un MPR qui passe pratiquement tous les jours. Certes, c'est pas financé, mais il faut que tu comptabilises ton activité. On la comptabilise. Nous, on sait que ça représente 25% de l'activité du service de MPR, cette activité en court séjour, et on la montre au directeur. Et au bout d'un moment, il est bien obligé de voir ce qui se passe, et s'il veut que ces filières, elles fonctionnent. Écoute, si on verra bien.
C'est pas encore fait, semble-t-il. On conclut, docteur Lévy? Oui.